Bonjour à tous. Voilà, alors normalement cette vidéo vous deviez la voir en live sur YouTube, mais bon, il y a eu quelques soucis d'internet parce que je fais encore partie de ces endroits où internet ne passe pas forcément correctement pour faire un live en tout cas. Donc bon, bah je passe par le format enregistrement. On va faire comme si on était en live et puis comme ça je vous donne quelques éléments d'explication sur la correction du brevet blanc, puis c'est le premier brevet blanc qu'on a donné à nos troisièmes, effectivement, dans notre collège. Puis ça pourra vous aider à vous améliorer, à progresser, et puis à essayer de voir et à comprendre pourquoi vous avez eu les résultats que vous avez eu. Alors là, je m'adresse directement à mes élèves, mais pour tous les autres, bah, n'hésitez pas à regarder, ça peut vous donner un entraînement, ça peut vous donner quelques éléments d'explication, puis essayer d'aller plus loin. Puis voilà, on va essayer de faire au mieux, en tout cas dans cette vidéo, pour que vous compreniez ce qui était attendu, le sujet en tout cas, en n'oubliant pas bien sûr que maintenant vous savez à quoi correspond un brevet blanc, un brevet en général d'histoire géographie EMC. Alors nous, il faut savoir, pour avancer dans cette petite introduction, il faut savoir que le sujet, on a découpé histoire-géographie d'un côté et EMC de l'autre. Parce qu'il était entendu par le ministère et puis par nos inspecteurs que l'histoire-géographie et l'EMC allaient être deux notes séparées au brevet. Bon, en tout cas, on a séparé pour que les élèves puissent s'en rendre compte. Mais ça reste la même chose. Un exercice en histoire, un exercice en géographie et un exercice en EMC. Alors juste une précision, nous ce qu'on a fait, bah, c'est un premier exercice en géographie, une analyse de documents en géographie. On l'a fait suivre d'un développement construit en histoire avec par conséquent des repères chronologiques à placer sur une frise chronologique. Voilà, toujours en histoire. Et puis en dernier lieu, le MC, on a fait travailler nos élèves sur les valeurs, les principes, les symboles de la République française. Donc on va regarder ça tout de suite. Je le fais en mode comme si c'était en mode live, one shot, comme ça il n'y aura pas de souci. Je vais pas me passer mon temps à faire un grand montage, mais vous allez, j'espère, pouvoir suivre tout ça correctement et puis faire en sorte que ça fonctionne parce que je vous avoue que je suis un peu quand même dégoûté que ça n'ait pas marché en live. Mais ça, c'est pas très grave puisque la zone commentaire qui est en dessous vous permet de poser toutes les questions, j'y serai attentif. Voilà, puis si jamais vous êtes de mes élèves qui m'avaient au collège, n'hésitez pas à venir me voir directement, ce sera plus simple. Mais voilà, cette vidéo, elle est là à but éducatif et à but d'information, tout en n'oubliant pas que voilà, on sort du premier brevet blanc et puis voilà, les élèves ont pris leur première gamelle, on va se dire ce que c'est concrètement, ont été déçus pour certains, ne pensez pas peut-être avoir ces résultats-là, bon, ça vous permet de voir, de découvrir. L'objectif, c'est de réussir celui au mois de juin. Et ça, je suis sûr que vous allez y arriver, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste à avoir une attitude de travail, comme je vous ai toujours dit, et puis ça ira. Mais même pour tous les autres élèves, hein, soyez bien consciencieux par rapport à ça. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps. Je vous présente notre sujet. Hop, je le bascule là-dessus. Voilà. Donc, alors, je vous montre ce qu'il était le diplôme national du brevet, histoire-géographie série générale. Dès que le sujet vous est remis, alors oui, ça c'est important, faites attention hein, au nombre de pages. J'ai eu quelques élèves qui n'ont pas vu toutes les pages et tous les exercices. Ça a posé un problème, notamment pour le développement construit. Ah, ici, on vous indique bien le nombre de pages et l'annexe qui est à rendre avec la page. Pas de dictionnaire, pas de calculatrice, ça c'est logique. Donc vous voyez un premier exercice où on les a ramenés vers les aires urbaines. De toute manière, quand on a un brevet blanc au mois de janvier, c'est généralement les sujets qui tombent, hein. Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée, parce que ça fait partie des chapitres qu'on a vus en première partie de l'année. Avec un document qui présente deux communes dans l'aire urbaine de Montpellier en particulier, et un autre texte extrait du Monde, un article extrait du Monde de février 2017 sur la périurbanisation. On reviendra parce que ça, c'était pas toujours maîtrisé. Ensuite, on descend, bon, les questions. Et en histoire, voilà, on avait civil et militaire dans la Première Guerre mondiale, un développement construit à faire sur les violences subies par les soldats et les civils dans la Première Guerre mondiale, et ensuite l'annexe, hein, une frise chronologique. Pour l'OMC, je vous montrerai tout à l'heure, comme ça, ça ira. Voilà.
Alors, si on prend la correction, on va repasculer sur l'analyse de documents. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des petits réflexes à avoir. Avant de plonger tout de suite dans les questions, il faut questionner les documents que l'on a sous les yeux, donc bien les regarder. Et souvent, c'est ce que vous ne faites pas forcément. Ici, on voit bien qu'on a 2 photographies, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Ces 2 photographies sont bien marquées. Hop. Alors oui, j'utilise comme je peux. Voilà. Mais s'il y a 2 photographies de paysage, ça veut dire qu'il faudra les décrire à un moment donné. On vous dit bien qu'on est dans l'aire urbaine de Montpellier ici. Voilà. Et qu'il s'agit de 2 communes. Hop. Ça permet de voir le titre. Et en plus de ça, si on est attentif, en dessous, vous aviez des petites descriptions de ces images. D'un côté, le centre-ville de Montpellier, hop, et Mudaison. Voilà. Alors, juste une petite chose, Hérault, là, que vous voyez ici, ceci, ce n'est pas le nom de la ville. Hérault, c'est le nom du département dans lequel se trouve la ville. Un département, ce n'est pas une ville, hein, c'est un territoire administré là, par un conseil départemental, etc., qui englobe plusieurs communes, plusieurs municipalités. Mais Montpellier fait partie du département Hérault. Quand vous avez entre parenthèses, c'est une précision qui vous est apportée en général. Voilà, pour bien que vous situiez que l'Hérault, et si en plus de ça vous le saviez, c'est dans le sud de la France. Voilà. Et on précise le pôle urbain. Alors, c'est-à-dire qu'en plus, ici, on vous donne déjà quelques indications. Là, ici, on vous dit que c'est une commune située dans la couronne périurbaine de l'aire urbaine de Montpellier. On précise, couronne périurbaine. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais plutôt les surligner, parce que ces informations, elles sont importantes. On parle de pôle urbain et de couronne périurbaine. Voilà. C'est des termes que l'on a vus en classe et que vous avez vus. Ça doit déjà vous donner une indication. Si on a extrait le terme centre-ville, c'est que le centre-ville, ce n'est pas le terme géographique et le vocabulaire adapté pour parler du pôle urbain. On va y revenir ensuite. Ici, on a les terres agricoles menacées par la périurbanisation dans l'Hérault. Un texte d'Anne de Veilly, l'Hérault grignote ses terres agricoles à un rythme alarmant, Le Monde, février 2017. Alors je vous ai déjà expliqué, et je le réexplique, qu'avant de se lancer toujours dans les questions, pour bien identifier et comprendre les documents, il est important de relever les éléments que l'on connaît. C'est-à-dire que ici, les terres agricoles menacées par la périurbanisation de l'Hérault, j'articule mal en plus, les terres agricoles menacées par la périurbanisation dans l'Hérault, il s'agit du, on l'a déjà vu, comme ça je le tape, je prends mon clavier en dessous, il s'agit du titre, du document en particulier. Voilà, ensuite on va prendre une autre couleur, on va prendre du vert par exemple. Anne de Veilly, on sait que c'est une, hop, c'est l'auteur. Hop, l'auteur de ce petit texte. Alors, ensuite, on a là, très simplement, février 2017. Hop. On a la date de publication. Hop. Et ici, on a 2 sources, enfin 2 indications sur la source. D'un côté, on va avoir l'Hérault. Hop. Ah, j'essaye de faire ça bien. L'Hérault grignote ses terres agricoles à un rythme alarmant. Ici, on a le nom de l'article. C'est un nom d'article, souvent indiqué entre guillemets. Voilà, c'est le nom d'article de l'article. Hop, je vais mettre de l'article, ce sera mieux. De l'article. Et on a la source, c'est-à-dire dans quel journal est paru cet article. Hop, voilà, je me trompe, je vais mettre ici, on va le mettre en rouge. Et cette source, on l'a ici, c'est Le Monde. Le Monde, si vous connaissez un peu, enfin vous devriez connaître quand même un petit peu, avoir un peu de culture journalistique, c'est un journal, hein. Donc on a ici la source et on se rend compte que c'est bien un journal. Donc ça, c'est la première chose. On identifie ce que l'on sait pour pouvoir présenter le document si jamais on nous le demande. Et ça nous permet de savoir aussi que, voilà, Anne de Veilly, elle est sans doute journaliste et pas forcément
scientifique, même si c'est une spécialiste, hein, sans doute de la périurbanisation et qu'elle s'est renseignée, mais ça reste une journaliste qui est là pour faire un état des lieux, sans rentrer dans les détails, une sorte de vulgarisation auprès d'un grand public qui lirait Le Monde. Voilà, et on sait aussi qu'on va forcément parler dans ce document, comme l'indique, hop, je vais mettre en rouge, voilà, comme l'indique le titre, ça va forcément indiquer, on va parler de périurbanisation. Tout de suite, dans la tête, ça doit faire connexion logique, et on se retrouve sur les aires urbaines, on a évoqué les dynamiques, hein, c'est-à-dire les évolutions, les évolutions, voilà, des aires urbaines, et la périurbanisation en fait partie. On va revoir qu'il est important de connaître cette notion, puisqu'on va nous la demander. Et oui, parce qu'on a tendance à croire que l'analyse de documents se fait seulement avec les documents. Le problème, c'est qu'on vous demande aussi des connaissances. On demande de faire le lien entre les documents et ce que vous savez, ce qu'on vous a appris. C'est ça, faire de la géographie aussi, hein, c'est être capable d'explorer, d'étudier des documents, de les analyser, de les interpréter au regard des connaissances que l'on a pour pouvoir expliquer un phénomène géographique. Et là, avec ces petits documents, c'était bien pour ça. En l'occurrence, vous permettre de voir si vous compreniez un peu les dynamiques des aires urbaines en France. Alors ensuite, on lit le texte. Je ne vais pas le faire devant vous, mais en tout cas, il faut bien lire certaines choses et puis essayer de reformuler peut-être pour essayer de bien de comprendre. Vous voyez, ça c'est important, je n'ai toujours pas mis le nez dans les questions. Hein, c'est toujours la première chose à faire. Et vous précipitez sur les questions sans même avoir bien regardé les documents et essayer de les analyser. Et pour essayer de repérer s'il y a des mots ou des termes qui pourraient être compliqués. Alors, on voit ici, par exemple, près de 17 000 hectares de terre ont été artificialisés. C'est un mot important. Artificialisé, vous ne savez pas ce que c'est. Alors, je vais plutôt le surligner. On va le surligner en rouge, comme ça fait partie des éléments à maîtriser. Hop, voilà. Et quand on regarde en dessous, le petit 1, là, il indique ici la définition. Et on parle de transformation en espace construit. Effectivement, l'artificialisation, c'est la construction d'éléments, hein, transformation des territoires en espace construit. C'est la patte de l'homme sur un espace. Donc on nous indique qu'il y a près de 17 000 hectares qui ont été artificialisés. Hop, ça peut être important parce que ça veut dire que c'est quand même une vaste surface. Hein. Donc on le prend, près de 17 000 hectares de terre qui ont été artificialisés. Dans le département, ces terres, prises de manière irréversible à l'agriculture ou aux espaces naturels, servent pour de nouveaux logements, zones commerciales, zones d'activité ou infrastructures. Donc, prise de manière irréversible à l'agriculture. Ça, c'est important, ça veut dire que les terres agricoles vont être en recul. Ah oui, irréversible à l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux espaces, de nouvelles infrastructures qui vont être grignotées, qui vont grignoter, pardon, les terres agricoles et les espaces naturels. On le voit ici. Et ensuite, comme c'est indiqué, ces terres agricoles et ces espaces naturels, de nouveaux logements, des zones commerciales, des zones d'activité ou des infrastructures. Donc, si on comprend bien la phrase, ça veut dire que ces terres qui ont été artificialisées, elles grignotent des terres agricoles et des espaces naturels pour mettre à la place des nouveaux logements, des zones résidentielles, des zones commerciales et des zones d'activité ou des infrastructures. L'Hérault a grand besoin, étant le département qui a la plus forte pression démographique de France. Il accueille tous les mois en moyenne 1400 nouveaux habitants et ce chiffre, selon l'INSEE, ne va pas baisser pendant ces 10 ans qui viennent. Ça veut dire qu'ici, on vous explique que l'Hérault est un département en forte croissance démographique et donc que cette périurbanisation, elle est nécessaire. Parce que, je vais vous mettre la notation, périurbanisation nécessaire parce que le département connaît une forte croissance
démographique. Alors, si vous connaissez bien votre vocabulaire, croissance démographique, c'est augmentation de la population. C'est un peu ce que nous dit cette phrase, hein. Hop, qu'on a ici. Voilà, cette phrase-là nous dit que la périurbanisation, elle est nécessaire parce que le département connaît une forte croissance démographique et donc une augmentation de ses besoins. Voilà, c'est un peu le message de cette dernière phrase. Voilà, puis on s'arrête là. Là, vous voyez déjà, j'ai un peu dépouillé le texte pour essayer de bien comprendre ce qu'on voulait me dire. Et j'y ai passé peut-être, allez, on va dire 10 minutes à faire ça, en regardant à la fois les documents ici, le document là et le document 2. Hein, donc les deux photographies plus le texte me permet déjà de voir certaines choses. Et là, attention, je peux faire autre chose aussi, toujours au brouillon, parce que vous pouvez travailler vos documents. Là, on peut repérer plusieurs éléments. On peut se dire peut-être en tête, à l'oral, ou alors, voilà, on peut discuter dessus, on peut rédiger, écrire, annoter aussi. C'est ce qu'il faut que vous fassiez sur vos documents. Qu'est-ce qu'on voit sur cette première photographie, par exemple? Eh bien, on a ici... Alors, je vais essayer de voir si je peux trouver une couleur où ce sera bien flash pour que vous puissiez voir. Est-ce que le jaune, ça marche? Ça va être un peu léger, le jaune. Le noir, ça va être tout... Ouais, le rouge, mais... il va être caché par les murs de briques. Ouais, on va tenter le jaune. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici un morceau d'une cathédrale. On voit un bâtiment sur une place publique qu'on a ici. On voit une place d'ailleurs publique. Ici, hop. Alors je vais pas écrire dessus, hein, mais je pourrais écrire, parce qu'avec la souris c'est pas évident, mais donc on a un bout de ce qui semble être une cathédrale ici, alors, ou en tout cas un édifice religieux avec un style plutôt gothique. On a un bâtiment public en bout d'une grande place qui est dynamique, avec des restaurants, des bars qui sont sur le côté. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est la place de la Comédie, hein, si on connaît un peu Montpellier, mais ça, voilà, c'est la grande place centrale. Voilà, on voit très bien ici qu'on a des bâtiments resserrés, donc des habitats qui sont resserrés. On a un autre monument historique ici, sans doute. Voilà, donc techniquement, on le voit très bien qu'on est dans un centre-ville. Bâti resserré, place publique, infrastructure ancienne. Donc quand je dis ça, c'est édifice historique, hein, monument historique par exemple. Et puis on voit aussi des services de proximité qui sont directement implantés, notamment des bars, des restaurants, etc. sur cette grande place publique avec la fontaine au milieu. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers éléments que je vois. À droite, on passe à droite ici, sur la photo de Mudaison. On voit ici qu'on a plutôt non pas des habitats collectifs, mais plutôt des maisons individuelles. D'ailleurs, on le voit ici plus particulièrement, ici aussi. Ici, ce sont des maisons avec des jardins et il y a même des piscines pour certains. Donc, maison individuelle, je rappelle juste la différence. Une maison, un logement collectif, c'est plutôt un immeuble qui va accueillir plusieurs familles, pas très haut dans un centre-ville, plus élevé dans les banlieues et dans ce qu'on appelle les cités, voilà, dans les HLM. Alors que l'habitat individuel, les logements individuels, hein, ça correspond plutôt à des logements pavillonnaires, c'est-à-dire une maison qui accueille une famille avec son jardin, pour faire simple. Mais c'est l'idée. On voit aussi ici qu'on a un terrain de foot, donc on a un espace de divertissement. On a des espaces boisés. Là, je précise, boisés, ça veut dire plutôt naturels, qui sont ici. Et puis surtout, sur les bords, là, on voit ici ou peut-être ici, hein, de façon un peu moins flagrante. Mais en tout cas, on a aussi des terres agricoles, puisqu'on a des champs, simplement. Voilà, donc là, on repère bien finalement les structures d'un côté d'un centre-ville et de l'autre côté, on le voit, d'une zone pavillonnaire, d'un lotissement en couronne périurbaine, comme c'est bien indiqué. Donc voilà, on a fait notre petite analyse au brouillon. Je n'ai pas fait
encore la liste des questions. Mais là, j'ai essayé de décrypter, d'annoter tous les documents que je voyais. J'insiste bien là-dessus, c'est souvent votre problème. Vous ne le faites pas suffisamment et du coup, vous passez à côté de certaines choses. Une fois qu'on a fait ça, alors vous voyez, là j'ai travaillé mon texte. On peut descendre aux questions. Et quand on regarde les questions, alors je vais basculer sur le sujet en général, hop, pour vous remontrer ça. Voilà. Alors, là, on repère certains éléments dans quelle partie de l'aire urbaine de Montpellier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le travail que vous avez fait en amont, c'est-à-dire juste avant, eh bien, finalement, il y a des choses qui vont vous paraître assez évidentes. Ce qu'il faut bien faire, c'est lire les questions. Dans quelle partie de l'aire urbaine de Montpellier chacun de ces paysages est-il situé? Ok, on vous parle de situation. C'est là où il faut repérer, et ça aussi vous ne le faites pas suffisamment, mais les verbes de consigne. C'est important de les repérer pour bien comprendre ce qu'on vous demande. Alors, hop, c'est pas ça que je veux faire. Juste situer là. Voilà, hop. On parle de situation ici, voilà, si ça veut bien. Ensuite, décrivez et comparez les deux paysages. On parle de description et de comparaison. Ok. Décrire et comparer. Quels éléments du paysage peuvent donner le sentiment aux habitants de mudaison qu'ils vivent à la campagne? Alors là, on parle des éléments du paysage qu'il va falloir donner pour voir s'ils vivent à la campagne. Présenter le document. Dans le document 2, ok, on parle de présentation, pas de situation, pas de description, ni de raconter, on parle de présenter. Et on connaît, à force d'avoir travaillé en cours, d'avoir travaillé en classe, on sait ce que ça veut dire ces mots-là. Si vous ne le savez pas, très généralement, vos enseignants le savent, donc n'hésitez pas à poser la question quand vous vous entraînez en classe. Pour ma part, dans ma classe, il y a un mur des consignes, hein. Les élèves peuvent le consulter à n'importe quel moment. Quel phénomène géographique menace les terres agricoles dans l'Hérault? Et en gros, c'est donner une définition. Oh, donner une définition ici. C'est-à-dire qu'il faudra définir. Ok. À l'aide des documents et de vos connaissances, expliquer. Donc là, c'est expliquer ce qu'est l'étalement urbain et montrer ses effets sur les terres agricoles. Là, on a repéré les différents verbes de consigne qui indiquent la consigne et ce qu'il faut faire dans la question. Très bien. Maintenant, avec ce qu'on a surligné, ce qu'on a entouré ou ce qu'on a gribouillé sur nos documents, on va pouvoir y répondre. Et c'est là où ça vous intéresse parce que du coup, voici les réponses. Alors, nous, le barème, vous ne l'avez pas au brevet. Vous avez que le barème global de l'exercice qui était sur 20 points. Ensuite, c'est les enseignants qui discutent entre eux pour pouvoir poser un barème officiel et voir combien on accorde de points à chaque question, sachant que ça peut évoluer en fonction de la rédaction de votre réponse. Parce que si c'est mal rédigé, etc., on va plutôt dévaluer, enlever des points. Et si vous faites quelque chose de vraiment intéressant, on va vous valoriser. Et parfois, on peut rajouter quelques demi-points ou points supplémentaires. Donc, c'est un barème qui est indicatif, qui peut être variable. Mais voilà. Nous, celui qu'on a décidé avec les collègues du collège, c'était cette histoire de 2 points pour la première question, parce qu'on attendait 1 point par partie de l'aire urbaine. Hein, donc, dans quelle partie de l'aire urbaine de Montpellier chacun de ces paysages est-il situé? Le centre-ville de Montpellier se situe dans la ville-centre de Montpellier. Hein, attention, alors là je vais repasser au rouge, ce sera mieux. Là, attention, il y avait ville-centre et non pas centre-ville. Ça, ce n'est pas une partie de l'aire urbaine. Rappelez-vous, une aire urbaine, c'est composé de la ville-centre, de la banlieue et de la couronne périurbaine. Aussi, autre chose qu'on a autorisé, c'est à la place de ville-centre, vous pouviez écrire pôle urbain. Voilà, le pôle urbain, puisque le pôle urbain englobe la ville-centre et la banlieue. Mais si vous nous avez écrit centre-ville, ce n'était pas correct. Et ce n'est pas correct puisque centre-ville, c'est la partie historique de la ville-centre. Ouais, je sais, les géographes n'ont pas fait les choses forcément correctement pour éviter les erreurs. Mais voilà, faites bien attention. La ville-centre, c'est Montpellier, hein, en l'occurrence.
Ensuite, il y a la banlieue de Montpellier avec d'autres communes qui sont en banlieue. Et enfin, la couronne périurbaine. Le centre-ville n'est qu'un quartier de cette ville-centre. Là, en l'occurrence, on attendait soit pôle urbain, soit ville-centre. Et Mudaison, et ça souvent ça a été très bien trouvé, se situe dans la couronne périurbaine. Ça, vous l'avez bien souligné. Couronne périurbaine de l'aire urbaine, c'est-à-dire plus en arrière. La description que vous en avez fait peut vous aider. Alors, décrire et comparer les deux paysages. C'est là où on attendait une description pour chaque paysage et une comparaison. C'est-à-dire qu'ensuite, on vient comparer les deux. Le problème que vous avez eu, parfois, c'était d'avoir une description d'un côté et ensuite, et ne pas faire la comparaison, en fait. Donc, vous voyez, description paysage de la ville-centre de Montpellier, ça valait 1 point. Description paysage de Mudaison, 1 point. La comparaison, 1 point. Donc le centre de ville de Montpellier est densément peuplé. Alors c'est pareil, au niveau 3e, on attend que vous utilisiez un peu de vocabulaire adapté. Et souvent, ce n'était pas le cas. Vous êtes trop enfantin, sans vouloir vous manquer de respect, dans la manière d'expliquer les choses. Là, on fait de la géographie, vous êtes en examen, vous vous préparez sans doute à passer au lycée général ou professionnel, mais on attend de vous du vocabulaire adapté, un peu plus précis. Ça, vous avez souvent perdu des points parce que voilà, on ne retrouvait pas le vocabulaire vu en cours ou alors un vocabulaire un peu plus précis. Donc, quand on parle de densité de population, on voit bien sur l'image, sur la photographie, que la population, elle est dense dans le centre-ville de Montpellier. Donc l'idée de densément peuplé, ça aurait fait du bien à l'enseignant de voir ça, puisque c'est des choses qu'on a évoquées et qui évoquent du vocabulaire de géographie. Les bâtiments sont des immeubles collectifs et sont serrés les uns contre les autres. Ah, c'est une proposition de réponse, évidemment. Il fallait tourner autour de ça avec vos propres mots. C'est toujours mieux, mais comme je vous l'ai dit, avec du vocabulaire précis. Les rues sont étroites et ont été conçues avant l'apparition de l'automobile. Alors là, on précise. Il y a peut-être même un rapport avec l'histoire dans cette correction, puisqu'on parle d'un quartier historique. À Mudaison, les constructions sont de plus petite taille et ont souvent un jardin. Les routes sont récentes et ont été conçues pour une mobilité automobile. Oui, d'ailleurs, on le voit bien hein, sur la photographie ici. Les routes et les rues ne sont pas les mêmes. On a clairement un tissu urbain resserré ici, vraiment très serré, très fermé, qui n'est pas adapté forcément à l'automobile. Et si un jour vous allez à Montpellier, vous vous en rendrez compte que c'est pas évident de circuler dans le centre-ville. Alors que là, on voit bien que les quartiers ont été dessinés, la commune a été dessinée pour laisser la circulation facile aux voitures. Hein, ça se voit, les grandes avenues, enfin les grandes rues, voilà. Et puis, il y a même des véhicules qu'on voit très bien. Un tissu urbain beaucoup moins serré. On reprend. Les deux photographies du document 1 présentent les contrastes de paysage et de densité qui existent entre les villes-centres et les espaces périurbains. Là, on fait la comparaison entre les deux. Effectivement, on a deux documents qui montrent les différences, les contrastes dans les paysages qu'il existe entre les espaces de couronne périurbaine et les espaces de ville-centre. Donc, on parle de différence. Dans la troisième question, quels éléments du paysage peuvent donner le sentiment aux habitants de Mudaison qu'ils vivent à la campagne? Alors, là, on donnait 2 points pour décrire, développer les espaces agricoles et 2 points pour les espaces naturels. Mais il fallait aller un peu plus loin qu'il y a des champs et il y a des jardins. Alors, les jardins ne sont pas des espaces naturels, sachez-le déjà, puisqu'un jardin est un espace artificiel créé de toutes mains par l'homme. Voilà, les champs aussi, mais les champs font aussi appel à des espaces agricoles. Les jardins, à moins du petit potager qu'il peut y avoir dans certaines résidences, dans certaines maisons. D'accord, mais en tout cas, là sur la photographie, on voyait clairement qu'à Mudaison, il y avait des espaces agricoles, les champs au premier et en arrière-plan, et les espaces naturels, plusieurs forêts qui sont présentes à droite et à gauche de la photographie. Voilà, là, on précise bien les choses en utilisant des termes toujours corrects. Alors si vous avez eu moins de points, souvent parce que c'est du vocabulaire trop basique et qu'on demande à ce que vous soyez un peu plus précis dans ce que vous dites, sans être forcément faire de longues réponses, hein,
mais juste à préciser et à développer avec des exemples et du vocabulaire. Ça, c'est malheureusement que par la lecture de vos cours ou d'autres lectures d'articles de journaux, d'articles scientifiques, enfin que sais-je, que vous allez pouvoir améliorer votre façon de construire les phrases et de les développer intelligemment. Parce que nous, on n'aura pas forcément la solution. Et puis surtout, parce que la première des choses, c'est quand même la lecture des leçons. Hein. C'est intéressant de les lire parce qu'on y apporte des structures de phrases qui peuvent être réemployées un peu partout. Et pas qu'en histoire géo d'ailleurs, en français, en SVT, en physique, en maths aussi, hein, pourquoi pas. Mais il faut de la lecture pour pouvoir enrichir. Il faut de la lecture pour pouvoir enrichir son vocabulaire. Ça, c'est obligatoire et vous devez y passer. Donc voilà, dans ce document, hein, on parle des espaces agricoles, des espaces naturels qui valaient chacun 2 points s'ils étaient bien étayés. Dans le document 2, présenter le document. Bon, bah, c'est les éléments qu'on retrouve dans le fameux TANDI, titre, auteur, nature, date, idée principale, source. Hein, donc vous aviez 1 point si vous indiquiez la nature plus le titre de l'article. Donc le fait que c'était un article de journal, l'auteur, la date et la source. Ce qui donne une phrase comme celle-ci. Parce que je vous rappelle qu'en 3e, le titre et la nature et la date et... Non, ça on essaye de s'améliorer, de progresser dessus. C'est une bonne base hein, si vous avez les bons éléments. Mais voilà, mettez des verbes qui vont faire des connexions logiques avec vos idées et des connecteurs logiques dans vos réponses. Ce document est un extrait d'un article intitulé « L'Hérault grignote ses terres agricoles à un rythme alarmant », écrit par Anne Devailly et paru dans le journal Le Monde en février 2017. Voilà. Peut-être qu'on pouvait rajouter l'idée principale, mais vous voyez, là, ici, on a été un peu gentil. On n'attendait pas forcément que vous alliez plus loin, même si j'ai vu que certains élèves l'avaient fait, et ça, c'est très bien, c'est valorisant. Hein, ce sont des éléments qui vous valoriseront, c'est sûr. Alors, quel phénomène géographique menace les terres agricoles dans l'Hérault? Donnez-en une définition. Et bien, comme je vous l'ai expliqué plus haut, quand on regarde là, on s'est aperçu que finalement, c'est la périurbanisation là, qui est décrite à travers tout ça. C'est même dans le titre, hein, le terme périurbanisation, il est important. Donc, quel phénomène, quel processus? On attendait la périurbanisation. Voilà, tout simplement. C'est cette périurbanisation qui est décrite dans cet article. Donc, c'est ce qu'on attendait, la périurbanisation. Et là, appel à vos connaissances parce qu'il fallait proposer une définition. Dans le vocabulaire du cours, hein, c'était indiqué. Autrement dit, la périurbanisation, c'est la diffusion de l'urbanisation dans un espace encore rural. Voilà. Alors, ensuite, un phénomène qui s'apparente un peu à la périurbanisation, mais qui a sa définition propre. On vous demandait d'expliquer en vous aidant des connaissances et des documents. Donc là, il fallait faire le lien. Citer à la fois les documents, mais aussi les rattacher à vos connaissances. Dans cette dernière question, et au brevet, c'est souvent le cas, on vous demande d'utiliser les documents et les connaissances. Donc, c'est-à-dire, voilà, mettre en parallèle les documents avec ce que vous savez de l'étalement urbain, pour le cas. Et montrer les effets sur les terres agricoles. Donc, il y avait 2 points pour la définition d'étalement urbain, 2 points pour les conséquences sur les terres agricoles, et 1 point, vous voyez, parce qu'on attend ça quand même, l'utilisation des documents. Ce qui donne une réponse qui peut être comme celle-ci. L'étalement urbain est l'augmentation de la superficie des villes, qui est la conséquence de la hausse de la population urbaine, couplée à la généralisation de la voiture et au désir d'une partie des citadins de vivre plus près de la nature dans des maisons individuelles. Vous voyez, ça rappelle des choses qu'on a vues en cours. Cet étalement urbain provoque le recul des terres agricoles qui sont utilisées pour construire des maisons et des infrastructures pour desservir celles-ci. Ah, donc, c'est tout ce qui est dit dans le texte. On parle alors d'artificialisation des sols. Selon le document 2, près de 17 000 hectares de terres agricoles ont été artificialisés au cours des 3 dernières décennies dans le département de l'Hérault. Donc, vous voyez, on cite et on utilise le document. Les espaces agricoles sont donc directement menacés par l'étalement urbain. Ils disparaissent avec la construction de maisons individuelles ou d'équipements lourds pour la ville. Des aéroports, des stations d'épuration, etc. Alors là, on pousse un peu le bouchon, comme on dit, mais c'est des éléments qu'il fallait indiquer, voilà, en particulier. Donc, on développe. Là, c'est la dernière question, là, vous l'avez ici, c'est souvent une question développée. C'est-à-dire que vous avez des arguments, il faut les étayer avec des exemples
et des citations du texte. Voilà. C'est ce qu'on attend de vous pour que vous ayez le maximum des points. C'est souvent la question la plus lourde, hein. Là, vous voyez, elle vaut 5 points. En général, au brevet, c'est la même chose. Voilà pour ce qui est de l'analyse de documents. Donc, prenez en compte les petits conseils, hein. Pour résumer, c'est assez simple, si j'ai envie de dire, mais il faut le faire. Enfin, c'est simple. Dans la méthode, hein, je parle dans la méthode. Parce que après, il faut des connaissances et c'est toujours la même chose. L'histoire-géographie, il faut des savoirs pour pouvoir réaliser les savoir-faire. Mais ça, c'est important que vous en preniez conscience parce que sinon, vos réponses sont vides, généralement. Et on le verra dans le développement construit, ça se retrouve. Donc, par exemple, vous voyez le travail que j'ai fait sur les documents auparavant. À vous de faire la même chose au brevet. Et quand vous faites ça, vous allez identifier tout de suite, quand vous allez répondre aux questions, vous allez pouvoir repérer directement quasiment les réponses instinctivement avec le travail en amont que vous avez fait sur l'analyse du document, la description, etc. Ah bah oui, on avait vu là sur cette photo qu'il y avait des espaces agricoles, des espaces boisés. On a vu que c'était des maisons individuelles. Là, on a vu que c'était un bâti ancien avec des infrastructures anciennes. On voit bien que les routes, elles sont serrées ici. Là, c'est plutôt ouvert. Vous voyez, c'est des choses qui vous aident à répondre en dessous. Et puis là, on avait parlé d'artificialisation, du fait que la périurbanisation, elle grignotait les espaces agricoles et naturels. Voilà. Et puis, vous aviez fait un peu au départ une identification. Donc, quand vous répondez, ce travail que vous avez fait au brouillon, bah, ça vous aidera fortement pour la suite. Voilà pour l'analyse de documents. Maintenant, on passe à l'exercice le plus redouté de tous, le développement construit. Alors, hop, on repasse sur la bonne page. Civil et militaire dans la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas vous refaire tout un détail de la méthode. Vous pouvez la retrouver sur TikTok, sur mon TikTok en particulier, UJH en Lorraine, plus spécifiquement, pour pouvoir, vous l'avez hein, juste en dessous de moi là, hop, mon TikTok et puis sur mon Instagram aussi, parce que vous retrouvez une méthode détaillée de comment faire les choses. Quoi qu'il en soit, je vous explique quand même rapidement comment on analyse le sujet. Tout part de là. Tout part de là. Analyser le sujet, ça vous permettra de réussir à faire ce qu'on demande. Alors, notre sujet, sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur des exemples étudiés en classe, expliquer les violences subies par les soldats et les civils dans la Première Guerre mondiale. Ok, mon réflexe, c'est prendre mon surligneur, mon souligneur, mon stylo, peu importe, et on va repérer ce qui est important. Alors, dans le document, expliquer, violence subie par les soldats, les civils et Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, ça, c'est des bornes chronologiques. Alors, on va pouvoir les écrire. Hein. Bornes chronologiques. Et on les connaît. C'est 1914 à 1918. Et pas et 1918. Hein. 1914 à 1918. C'est une période et non un événement. Voilà. Ensuite, violence subie. Violence subie. Alors ici, on parle de violences qui peuvent être psychologiques. Hein, c'est des traumatismes qui peuvent être à la fois physiques et donc des dégâts. On va le dire ça comme ça. Dégâts physiques et psychologiques qui ont été vécus par les soldats et les civils. Hein, dégâts physiques et psychologiques et non forcément provoqués. Donc, qui ont été subis, des dégâts physiques et psychologiques qui ont été qui ont été subis quoi. Les soldats, ce sont les hommes. On le sait, on connaît les hommes de 20 à 45 ans envoyés se battre sur le front. Voilà. Alors j'essaye de le caler pour que vous le voyez bien. Bon, en tout cas, je le dis, hommes de 20 à 45 ans, j'ai oublié d'écrire, envoyés sur le front pour se battre. Donc ce sont ceux qui combattent les soldats. Les civils, c'est souvent femmes, enfants
et autres rester à l'arrière. Voilà, en l'occurrence, voilà, qui ne combattent pas, c'est ceux qui ne combattent pas. Mais là, femmes, enfants et autres rester à l'arrière, combattent pas. Expliquer, hein, c'est le terme qui veut dire qu'on montre aussi, on ne fait pas que de la description, on va au-delà et on essaye d'expliquer, d'aller un peu plus loin dans notre raisonnement. Voilà, là, alors, vous voyez, j'ai pris exactement peut-être 3 minutes, 5 minutes à tout casser pour analyser ce qu'on attendait de moi dans ce sujet. Est-ce que je parle de la Seconde Guerre mondiale? Non, je serai hors sujet, puisqu'on parle de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on parle de la mobilisation économique, par exemple, dans la guerre totale, il y a l'idée de mobilisation économique. Les femmes qui travaillent à la place des hommes dans les usines ou dans les champs, etc. Ou alors les emprunts, etc. Est-ce qu'on en parle? Alors si c'est expliqué comme étant une violence psychologique vécue parce qu'effectivement ça peut entraîner des situations de misère, etc. Peut-être, mais ce n'est pas l'essentiel. On ne doit pas parler forcément de la mobilisation économique. Ce n'est pas l'essentiel du sujet. Là, on parle des violences. Voilà, et donc bien analyser son sujet, c'est la base pour comprendre ce qu'il en est, ce qu'on attend de nous dans un exercice comme celui-ci. Et pour éviter surtout le hors-sujet qui est le grand adversaire du développement construit, et vous le savez. Voilà. Donc, on attend de nous aussi qu'on développe. Ça veut dire quoi développer? Je vous le reprécise et je l'ai déjà expliqué à mes élèves en tout cas, mais on a une idée, un argument, on l'écrit, on l'inscrit en faisant une phrase complexe et on vient l'appuyer avec des exemples. Il ne suffit pas juste de dire il y a eu des bombardements, point. Appuyer, développer, préciser avec des exemples. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande dans le sujet, hein, de vous appuyer sur des exemples étudiés en classe. Bah oui, par exemple, en 1914, Longwy-o a été presque rasé lors de l'offensive allemande par l'artillerie. Voilà, on développe, on va au-delà. Ne vous contentez pas juste de dire oui, non, basta. Non, il faut expliquer pourquoi il faut aller plus loin. C'est ça l'idée d'explication, c'est ça l'idée de développement. Et ensuite, construction, ça veut dire qu'on attend de vous une certaine forme dans le développement construit. Je reviens à ma correction, c'est ce qu'on a indiqué ici, hein, en particulier, voilà. Introduction, phrase de contexte, présentation du sujet problématique, c'était sur 2 points. 2 parties visibles, 2 ou 3 parties, selon la manière dont vous avez organisé votre développement. Conclusion, et ensuite soins et rédaction. Et tout ça, vous valez déjà 5 points. Voilà, 5 points sur les 15. Si vous faisiez juste sur la forme. Hein, et qu'elle était repérable. N'oubliez pas, sautez des lignes entre chaque paragraphe, marquez bien peut-être un alinéa, marquez bien chaque paragraphe, ça permet tout de suite de se rendre compte pour le correcteur que vous respectez la forme et la méthode qui est attendue. Voilà. Alors, pour l'introduction, vous entendrez peut-être des choses un peu différentes, etc. Nous, on vous prépare à la suite à ce qui vous attend. Le principe du développement construit, c'est de vous entraîner à ce qui sera plus tard des dissertations et à des raisonnements que vous devrez faire. Et comme je vous l'ai déjà dit, alors même si le sujet n'est pas toujours l'histoire, mais vous faites régulièrement des développements construits. Quand vous avez fait votre rapport de stage, par exemple, ou pour les élèves qui sont en plein dans leur rapport de stage ou dans leur stage d'observation, vous allez peut-être en faire un, ou une présentation orale, vous allez structurer introduction, première partie, deuxième partie, conclusion. On vous demande toujours une structure dans beaucoup de matières, dans beaucoup de disciplines et pour beaucoup de choses. Même dans votre milieu professionnel plus tard, on vous demandera d'être structuré. Donc c'est ce qu'on attend de vous. Ensuite, le contenu, eh bien, c'est des connaissances. C'est des idées, c'est des connaissances, c'est des exemples. Vous voyez, ici, on a mis quelques-unes. Pour la première partie, on attendait les violences subies par les soldats parce que votre sujet, hein, du fait qu'il inclut le petit « et » là, hop, qui est ici, eh bien, tout de suite, on va comprendre que les deux parties sont indues. Hein. Parfois, il faut réfléchir un peu plus pour essayer de les trouver, mais là, on vous demande les violences subies par les soldats et les civils. Bah, on parle des violences des soldats et dans une deuxième partie, les violences subies par les civils. Alors, par exemple, vous pouviez parler des conditions de vie dans les tranchées, les conditions météorologiques, pas que la pluie, pas que le froid.
Je reprécise une chose, il n'y a pas tout le temps fait très moche, même si c'était en Lorraine. Enfin, beaucoup de combats ont lieu dans le nord et dans le nord-est, hein, Lorraine, la Somme, jusqu'en Picardie, etc. Et qui fait jamais très beau. Mais voilà, il y a eu des étés aussi. La guerre, elle a continué pendant l'été. Et donc, il faisait plutôt chaud. Les soldats souffraient de la chaleur. Donc, pas uniquement que de la pluie et du froid. Parce qu'en plein été, il peut faire chaud. Et puis, ça peut causer quelques soucis. Le manque d'hygiène, la faim, la soif, l'attente de l'assaut, tout ça, vous pouviez le dire dans les conditions de vie, dans les tranchées, en définissant aussi les termes que vous employez. Ça, c'est toujours bien. Parce qu'on parlait de violence de masse aussi. Ça, c'est la notion à noter. On attendait ce terme de violence de masse à travers la violence des combats pour les soldats, les nouvelles armes, mitrailleuses, tanks, plus tard, l'artillerie qui fait des dégâts, les gaz, les lance-flammes, enfin voilà, vous avez plein d'idées. On a vu quelque chose d'intéressant, une élève qui s'est appuyée sur une lettre de soldat. Alors, elle manquait de source, donc on ne sait pas si elle est réelle, mais en tout cas, de la manière de l'écrire, ce soldat faisait passer sa peur, etc. C'est intéressant dans un développement construit de voir cette démarche-là. Même si vous utilisez des connaissances personnelles, on va dire, c'est toujours bien de sourcer, c'est-à-dire dites d'où ça provient. Parce que la lettre, vous auriez pu tout simplement l'inventer et c'est pas forcément ce qu'on attend. Mais voilà, si vous utilisez des sources personnelles, hein, ça peut être des films, ça peut être des ouvrages littéraires, des livres, des romans, etc. N'hésitez pas à sourcer, donc c'est-à-dire à indiquer de quel roman il s'agit, de quel livre il s'agit, de quel film il s'agit. Les violences subies par les civils, on attendait les bombardements, les absences, surtout dans les proches du front, les absences de nouvelles, les violences dans les zones occupées, oui, parce que dès la Première Guerre mondiale, il y a aussi des territoires qui ont été occupés. Et donc les violences envers les prisonniers, etc., c'est des choses, les prisonniers envers les populations, c'est des choses que l'on retrouve dans les témoignages de l'époque. Les réquisitions, hein, forcées souvent, qui sont particulièrement importantes pour participer à l'effort de guerre. Et puis aussi un exemple que vous pouviez évoquer, c'est le génocide des Arméniens. Génocide des Arméniens qui démontre la violence faite envers une population dans cette Première Guerre mondiale. Et il fallait le développer un petit peu, juste pas de citer le génocide des Arméniens comme ça. Dire que c'est en 1915, qu'il y a eu 1,5 million de morts, que les populations ont été déportées dans des endroits, dans des espaces désertiques dans l'Empire ottoman à ce moment-là, en Anatolie, hein, plus spécifiquement. Voilà. Tout ça vous permet d'agrémenter votre développement construit et de rajouter des choses que vous savez. On a vu aussi comme exemple employé et qui était très juste les révolutions russes. Le ras-le-bol lors de la première révolution de la population, notamment que débuter par les femmes puis rejoindre par le reste, qui vont se révolter et renverser le tsar en 1917. Donc ça peut être aussi des exemples à utiliser. Donc ça, il vous faut des connaissances pour être capable d'agrémenter tout ça. Voilà pour le développement construit. J'ai été un peu plus court que pour l'analyse de documents parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup dans mes cours. C'est des choses qu'on voit beaucoup avec les élèves. On en a beaucoup parlé dans la première partie de l'année. Et ce qui fait que l'analyse de documents était un peu délaissée. Mais voilà ce qu'on attend de vous sur le développement construit. Et pareil, vous voyez, là j'ai fait un tableau. Là ici j'ai fait un tableau avec les deux parties. Quand vous êtes au brouillon, vous pouvez le faire aussi. Alors, il y a d'autres manières, je vous l'ai déjà expliqué. Soit vous faites une carte mentale pour indiquer vos différentes idées, ou alors vous prenez les différents éléments. Vous listez en fait, vous faites une liste, hein, voilà, je l'ai trouvé. Vous faites une liste de toutes les idées que vous avez. Ensuite, vous prenez des couleurs différentes pour les parties, vous surlignez, vous entourez. Ça vous appartient. C'est votre manière de faire. Hein, c'est à vous de choisir. Et ensuite, derrière, vous devez être capable de développer cette idée. J'insiste, hein, puisqu'il s'agit d'un développement construit. Donc, d'agrémenter, d'argumenter et d'utiliser des exemples. Si c'est bon pour vous, très rapidement, on va faire la frise chronologique pour vous rappeler un petit point parce que ça n'a pas été vu par tout le monde. Alors, je vais reprendre le sujet ici. On vous demandait, il y avait deux... Alors, ça, c'est pareil. Hein. Et puis ici, on avait bien deux consignes. Et puis dans la première, il y avait deux choses. C'est pour ça qu'il faut toujours bien lire les consignes. Même si le temps presse, le temps tourne,
Ne ratez rien, sinon vous passez à côté. Donc on indique déjà dans chaque cadre l'année où se déroule l'événement, puis relier chaque cadre. Voilà. Souvent, il y a des petits soucis. Hein, donc, on va faire déjà cette première chose. Arrivé au pouvoir d'Hitler, on sait que c'est en 1933. On ne vous demandait pas le jour précis, hein, ou ni le mois précis, juste l'année. Les révolutions russes, elles sont en 1917. Et on avait demandé la bataille de Verdun, qui est en 1916. Voilà, maintenant, ça, c'est la première chose. Et comme on demande de relier, ben, on va relier. Alors, ça va être très... ça va pas être très propre de mon côté, parce que je suis avec la souris, hein, comme je vous l'ai dit. Mais bien sûr, vous, on attend un minimum de soins tout de même. Donc, on est en 1933. Hop, que je dise pas de bêtises, on va par là. On relie. Si on pouvait le faire à la règle, c'était mieux. Voilà, 1, 2, 3, ici. Les révolutions russes en 1917. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on part d'ici. Et on y va. Alors là, je le fais comme ça, mais vous, à la règle, hein, c'était toujours mieux, comme dit. Et du coup, en 1916, eh bien, c'est juste ici. Voilà. Là, on a fait notre première partie. Ensuite, placer sur la frise la Première Guerre mondiale en indiquant bien la date de début et la date de fin de cette période. Alors, on vous a jamais trop appris à placer non pas un événement, mais une période sur une frise. C'est pas bien compliqué. Alors, je vous montre rapidement. Donc, on va toujours prendre notre même stylo, hein, de toute manière. On commence en 1914. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Hop. On fait un premier petit trait. En écrivant, on peut écrire en dessous, là, 1000. Alors, je vais le faire. On va pas faire comme ça, ce sera mieux. Je vais prendre ma petite gomme. Et puis, on va... Voilà, on va écrire comme ça, 1914. C'est pareil, ici, on n'attendait pas la date précise de début, mais l'année. Hein. 1914. On fait pareil avec notre stylo 15, 16, 17, 18, parce qu'on connaît les dates. Hein, 18. Et ici, on écrit 1918. Voilà. Première Guerre mondiale. Ce que l'on peut faire, c'est à l'intérieur, alors je le fais très rapidement, mais ici, on colorie cette partie-là en utilisant un crayon de couleur, pas un stylo, hein, un crayon de couleur. C'est toujours mieux. Voilà, comme ça, on colorie. Ça, c'est une période que l'on place. Et on écrit Première Guerre mondiale. Voilà. Comme ça, la période indiquée correspond bien à ce qui était demandé. Vous voyez, ici, sur la frise, on colorie et on indique la Première Guerre mondiale. Et les événements sont reliés sur une année précise. C'est la différence. Quand on doit placer un événement, on n'écrivait pas 1914, début de la Première Guerre mondiale, 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Non, vous faites une période comme celle qu'on vient de faire ici. Parce que c'est une période, ça s'étale sur plusieurs années. Ce n'est pas un événement. Un événement, ça se situe à un moment précis dans l'histoire. Donc là, vous pouvez faire un trait, un cadre. Mais voilà, pour ce qui est de placer une période, vous pouvez le faire directement sur la frise. Ça, c'est important pour les repères historiques. Si on avait eu un développement construit en géographie, vous auriez une carte, mais ce n'est pas le cas, donc on avance. Et on va terminer avec la partie qu'on a mis à l'honneur en EMC, qu'on a séparé de l'histoire-géographie suite à ce qu'on a entendu, en tout cas. Je ne sais pas si ça se confirmera et si on le refera au deuxième trimestre, au troisième trimestre plutôt, pour le deuxième brevet blanc. Mais voilà, en tout cas, ça permet de mettre en évidence le fait que l'EMC, l'éducation morale et civique, c'est souvent ce qui est délaissé. Forcément, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps et donc vous faites ça à la va-vite. Pourtant, c'est des choses qui ne sont pas bien compliquées qu'on vous demande. Alors, ici, sur ces 10 points, on vérifie toujours les 3 pages. On avait 3 documents. Les extraits de l'article 2 de la Constitution de la 5e République, la langue de la République est le français, l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, l'hymne national est la Marseillaise, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. C'est un extrait de l'article. Attention, parce que certains ont recopié tout bêtement pour la première question tout ce qui est indiqué. Mais là, vous voyez que,
on refait toujours notre même système là, où on va repérer des choses. Là, on repère qu'il y a effectivement, on évoque plus. Oh, c'est pas celui-là. Je vais prendre ici. On évoque le drapeau tricolore, l'hymne national et la Marseillaise, la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est des choses que si on rattache à notre connaissance, on dit tiens, symbole de la République. Pas valeur, hein, symbole de la République. Ok, je mets ça de côté. Ce sont des symboles. D'ailleurs, on va l'écrire. On va pouvoir écrire symbole de la République. Y sont-ils tous? Non. Parce qu'on sait qu'il y en a 7. Et on sait parce qu'on a appris son cours et qu'on sait, on sait un peu détailler tout ça. Voilà. Hop. Ici, document 2, une photographie de la célébration de joie après le deuxième but de Mbappé contre le Danemark en phase de poule de la Coupe du Monde 2022. Ah, alors, qu'est-ce qu'on repère? Bon, on peut toujours y aller. Hein. Je vais essayer de reprendre le jaune. Hop. On fait toujours notre analyse rapide des documents. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a le coq. Ok, on sait que c'est un symbole. On a le petit drapeau français. C'est un autre symbole, donc voilà, ça correspond bien à l'équipe de France, à la France, avec ses symboles. On a ici un petit logo qui nous parle unité. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un message aussi sur ces maillots. On le décerne pas très bien, mais je le note, je le mets dans un coin de ma tête. Et puis on voit les différents joueurs. Alors pour ceux qui connaissent pas, on a Griezmann ici. Voilà, Griezmann ici, Thuram, Coman, là-bas on a Tchouaméni et Rabiot qui sont des joueurs de l'équipe de France. Mais ce qui nous, et là on peut le dire, ce qui permet d'interroger la photographie, c'est qu'on voit qu'ils sont joyeux, qu'ils sont heureux. Hein, sur leur visage, c'est des expressions de joie. Et puis on nous le dit hein, ici, célébration de joie. Donc voilà, ce sont des personnes, des Français, de couleurs de peau différentes, mais qui célèbrent. Alors oui, parce que faut bien le décrire, il faut bien le voir, et vous verrez que ça a son importance dans la question qui sera posée ensuite. Mais on a bien ici Thuram, Tchouaméni, Coman qui représentent les couleurs de peau noire, et puis on a deux blancs, Griezmann et Rabiot qui sont là, et qui célèbrent ensemble. Ok, ça je le mets aussi dans un coin de ma tête, parce que leur couleur de peau peut être un facteur de réponse dans les questions qu'on me posera par la suite. Ok. Document 3, la Marseillaise chantée dans les camps de concentration. Ah, on m'évoque à nouveau la Marseillaise ici. Je me suis trompé de logo. La Marseillaise ici. Ok. Dans les camps de concentration en 1942-1943. Au moment du brevet blanc, vous ne saviez pas trop ce que c'était. Un camp de concentration, on l'a déjà évoqué quand on a parlé du génocide des Arméniens. En tout cas, voilà, ce ne sont pas des lieux qui respirent la liberté, hein, les camps de concentration. Ça, on le sent. Un matin, à l'entrée du camp, paraissent 300 nouvelles venues. De quel pays arrivent-elles? Nous guettons attentives. Soudain, notre respiration s'arrête, nos poings se serrent, nos yeux brillent au milieu de notre camp de mort. Camp de mort, hein, c'est les termes, le registre employé est important. S'élève la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie. Ok. Pour la première fois depuis longtemps, nous respirions profondément un goût de liberté. Dans ma tête, je vois l'armée des partisans, des combattants, et je me rends compte subitement que le monde ne finira pas avec les barbelés de notre camp. Le monde ne finira pas avec les barbelés de notre camp. La vie et le monde existent, la lutte, la souffrance, l'espérance subsistent. Ok, donc là on voit que ce texte de Manka Svalboda, tiré de la plus émouvante histoire des camps de la mort de 1947, qui a été rédigé après du coup la Seconde Guerre mondiale. On nous évoque la Marseillaise, goût de liberté, un monde qui ne finira pas avec les barbelés de notre camp, qui soulève des envies de lutte, de souffrance et d'espérance, enfin voilà, et de souffrance et d'espérance dans un moment où ça va pas très bien, quoi, pas très fort. J'ai analysé, je passe à la suite. Donc maintenant, on passe aux questions. Alors, on lit les questions.
Rappelez les 7 symboles et les 3 valeurs de la République française. Ça tombe bien, il y en a déjà quelques-uns qui ont été donnés au-dessus. Dans le premier document, mais pas tous, encore une fois. Comment la photographie du document 2 peut-elle illustrer la devise républicaine? Ah, je l'ai un peu étudié, donc je sais sur quel terrain on va aller. Quel symbole de la République les femmes françaises ont-elles utilisé comme signe de résistance à leur arrivée au camp? Facile, je l'ai noté 2 fois dans le texte. Je l'ai même surligné 2 fois, donc je sais ce que c'est. Alors je dis facile, évidemment, j'ironise, hein. Ça peut être dans une situation de stress, comme vous l'êtes en temps d'examen. C'est parfois un peu compliqué. On se pose des questions qu'on ne devrait pas, et du coup, ça nous bloque. Alors que finalement, la question, elle est toute simple. Ça, j'en ai bien conscience, hein. Je rigole en disant que c'est facile. Bien entendu, quand on est en situation d'examen, et on l'a tous connu, hein, moi le premier, quand j'ai passé mon brevet, mon bac, mon CAPES, voilà, j'ai eu des moments où là, je me posais vraiment la question de savoir si c'était réellement ce qui était attendu comme réponse, alors que la question paraissait toute bête. Quelles valeurs de la République défendent-elles ainsi? Bah tiens, on en voit des nouvelles, des valeurs. Vous êtes membre du conseil de vie collégienne et vous avez décidé avec des camarades de faire vivre les valeurs de la République française au collège. Rédigez un texte détaillant une action concrète à mettre en œuvre au collège pour chacune des valeurs. Ah, là on me demande de mettre en situation ce que je connais des valeurs françaises dans un collège. Bon bah ça c'est des éléments qui sont observables au quotidien dans l'établissement et auxquels je ferais bien de m'intéresser parce que bah, ça peut être des éléments à mettre dans mes copies de brevet. Alors, regardons les réponses, comme ça sera plus simple. Voilà, alors les 7 symboles, on les connaît parce qu'on les a vus en cours, ça rappelle des connaissances. Marianne, la devise, le drapeau tricolore, le bonnet phrygien, le coq, la Marseillaise, la fête nationale du 14 juillet. Et les 3 valeurs, on ne parle pas des principes républicains, là, attention, on parle des valeurs. Les principes, on les oublie, on parle des valeurs, liberté, égalité, fraternité. Les principes, là, la question de la démocratie, de l'aspect social, de la laïcité, j'en ai oublié un, laïcité, sociale, démocratique et indivisible, voilà. Ces principes-là ne sont pas demandés dans la question, on les met de côté. Après, on fait appel à nos questions. Donc, avec les collègues, on s'était mis d'accord pour 0,25 points par bonne réponse, ce qui fait une question à 2,5 points. La photo réunissant les joueurs de l'équipe de France illustre bien la devise républicaine. Oui, ça on l'a vu. Liberté, égalité, fraternité. On n'oublie pas que c'est ça qu'on doit mettre en parallèle avec cette photo. Alors, parce qu'elle conjugue les valeurs de tolérance, ça c'est important, dans une société où tous les individus, je vais y arriver, quelle que soit leur race, leur religion et leur culture, vivent ensemble avec les mêmes droits et dans un respect réciproque. Là, on vous demandait de montrer que bah, ces joueurs qui célèbrent ensemble la joie après un but et qui portent les symboles de la République française témoignent du respect des uns envers les autres, peu importe leur religion, leur couleur de peau, etc. Et que dans notre société, c'est ça qui fait qu'ensemble, ils sont fraternels, ils sont frères. Dans la difficulté comme dans la victoire, ils sont ensemble, ils célèbrent ensemble un but pendant la Coupe du Monde. Donc ils ont un objectif commun à atteindre, l'histoire de fraternité. Ils sont égaux parce qu'ils ont tous le même objectif, peu importe leurs valeurs. Et puis la liberté, elle s'exprime à travers leur joie d'être sur le terrain, d'être heureux, d'être présent. Voilà, c'est tout ça que sous-entend cette réponse. Les femmes, elles entonnent l'hymne national, la Marseillaise. Ça, vous l'avez bien compris, dans le document 3. C'est ce qui était attendu en tout cas. C'est la Marseillaise comme symbole et non pas une valeur à ce moment-là. C'est dans la question d'après, on parle de valeur. Donc, ce qui était attendu, c'était d'évoquer le terme de liberté et d'utiliser avec le document. Voilà, hein, parce qu'effectivement, la Marseillaise est un chant de ralliement. Elles font aussi référence aux valeurs guerrières d'un chant créé par l'armée du Rhin, combattant l'envahisseur et défendant les idées de la toute jeune République née de la Révolution française, en particulier la liberté. Voilà.
Donc il fallait faire un parallèle entre ce qui se passe, hein, l'idée que les barbelés n'arrêtent pas le monde, la Marseillaise s'introduit à l'intérieur pour rappeler qu'elles sont libres dans leur tête, que personne n'arrivera à les contraindre, même si elles sont prisonnières de ce camp. C'est un peu ce qui était attendu. Alors, ce sont des propositions, encore une fois, de réponse, hein. L'idée, c'est que vous arriviez à parler de la liberté et de justifier en utilisant le document. Et dernier point, bah, liberté, égalité, fraternité. Il fallait à chaque fois, pour chaque proposition, bien indiquer de quelle valeur il s'agissait et l'associer à une action concrète au collège. La liberté, par exemple, bah, permettre à chacun et chacune de s'exprimer dans un cours sur la laïcité, par exemple, tout en... Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, voilà, défendre la laïcité qui est la liberté de conscience en particulier, de pouvoir faire des affiches qui défendraient les libertés ou une liberté en particulier, hein, si on veut prendre le travail sur la liberté de circuler, la liberté d'expression, voilà, où on ferait des affiches qui défendraient ces valeurs-là. L'égalité avec une action concrète au collège, bah, c'est peut-être de pouvoir créer des instances où peu importe qui l'on est dans le collège, on puisse avoir la parole, comme le conseil de vie collégienne, lui donner du poids, de la valeur. Ça peut être une idée, une action concrète. C'est aussi lutter contre les discriminations et le harcèlement. Hein, c'est-à-dire que bah, aider ses camarades qui paraîtraient différents, alors on se pose la question de ce qui est la différence, mais voilà, ou alors mettre en place des soutiens plus importants vers les élèves en situation de handicap. Tout ça, ce sont des idées qui accompagnent l'égalité. Et la fraternité, c'est la même chose, peut-être faire des compétitions sportives, des Jeux olympiques dans l'établissement, où chaque équipe serait ensemble prête à affronter les différents défis qu'on leur propose, ce qui mettrait en avant l'idée de fraternité dans l'établissement. Bref, ça c'était à vous de pouvoir utiliser ce que vous pouvez voir au quotidien. Et une fois qu'on arrive à ça, eh bien, notre brevet blanc, il est terminé. On peut rendre la copie en vérifiant, en annotant bien, en se relisant pour éviter au maximum les fautes, en ayant rendu un travail qui est plutôt propre. Ça, c'est important. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc je vais vous dire un dernier petit mot, mais ça va se faire très simple. Hop, oh, je vais plutôt mettre... Voilà, là c'est mieux avec le cadre autour d'un jour d'histoire. C'était la correction de ce brevet blanc, alors qui est long, fastidieux. Ça dure 2 heures et on a l'impression que c'est insurmontable. On a tout oublié, on perd tout. Mais la mémoire, ça s'entraîne, ça se travaille. Vous en êtes capable. Mais pour ça, il faut travailler. Pas uniquement en histoire-géographie, je parle pour toutes les matières. Il faut s'entraîner régulièrement, continuellement, répéter les choses, répéter, sans en devenir des robots, mais voilà, avec un certain esprit. Mais il ne faut pas vous laisser décourager par le travail qu'il y a à faire. C'est vrai qu'au collège, on a tendance à vous laisser passer de la sixième à la troisième sans vous mettre de réels obstacles et avec des moyennes qui sont parfois très faibles et avec des notes qui ne représentent pas toujours qui vous êtes, c'est sûr, c'est évident, mais en tout cas qui témoignent parfois de vos fragilités, et ces fragilités, elles persistent parce que vous ne voyez pas l'intérêt de travailler derrière. J'espère que ce premier brevet blanc, et pour tous les autres élèves qui passent un brevet blanc, ce sera la même chose. Vous vous rendrez compte que bah, c'est pas quelque chose avec laquelle on y va au talent, parce que du talent, c'est rare qu'on en ait. On peut avoir des facilités, c'est sûr, mais c'est rare qu'il y ait du talent. On peut toujours faire mieux. Moi, je crois en tout cas en mes élèves. Je suis sûr que vous allez vous relever de ce premier obstacle, en quelque sorte, que vous allez préparer encore mieux le suivant. Mais ne baissez pas les bras. Ça, c'est vraiment un message. Comme je vous l'ai dit, je suis exigeant, hein, je suis un professeur exigeant avec vous, avec les élèves, mais parce que je pense qu'on se doit d'être exigeant. Et plus tard peut-être que vous me remercierez ou pas, mais en tout cas, voilà, je sais ce qui vous attend par la suite. Je sais que le monde universitaire, le monde professionnel n'est pas un monde de bisounours. On ne peut pas vous faire croire que c'en est un.
Et je veux que vous sachiez que au moment où vous ne croyez plus forcément en vous, moi je crois toujours en vous, hein. Je vous l'ai toujours dit et je le dirai encore. Même à tous les autres élèves là qui perdent espoir, qui se trouvent nuls, etc. Non, 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 vous n'êtes pas nuls. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour le système scolaire tel qu'il est, mais vous avez d'autres talents cachés, d'autres passions. Il faut aller les chercher au fond de vous, il faut aller les travailler. Parce que même s'il y a des choses qui sont innées, ça ne va pas sans travail. Je prends toujours l'exemple du joueur de foot, hein, mais c'est un peu ça. Sans entraînement, les grands joueurs ne seraient pas ce qu'ils sont. Vous pouvez écouter toutes les interviews que vous voulez de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Mbappé, vous les prenez tous. Ce qui fait leur réussite sur le terrain, et surtout le fait qu'ils soient continuellement titulaires, c'est leur travail, leur hygiène de vie, ce qu'ils mettent derrière pour atteindre leurs objectifs. Au collège, c'est un peu difficile de le comprendre parce qu'on a beaucoup d'autres choses qui nous passent par la tête, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je sais qu'à la fin de l'année, vous l'aurez, votre brevet. Faut être courageux, faut affronter ça. Et n'oubliez pas qu'il y aura aussi de très beaux moments que vous pourrez partager d'autres. Moi, je vous en partagerai d'autres sur ma chaîne où on fait différemment les choses et on est ensemble. Voilà. Et n'oubliez pas que les enseignants sont là pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous amener à atteindre vos objectifs. Et quand ils vous engueulent, quand ils vous mettent la pression, quand ils vous font tout un tas de choses qui vous dérangent, vous perturbent et vous ennuient, eh bien sachez que c'est parce qu'on veut vous préparer au meilleur et à ce qui vous attend dans la vie. Voilà, sur ces belles paroles, je n'en dis pas plus. Je vous remercie de m'avoir suivi. Après cette longue vidéo, je sais qu'elle va être publiée sur... C'était pas en live du tout, mais c'est pas grave. Je vais pas faire de coupure, pas faire de montage. Je vais vous la balancer telle quelle parce que c'était mon intention. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez écrire en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Si ça vous plaît, la manière dont j'ai corrigé ce brevet blanc, bah, n'hésitez pas à partager autour de vous, à d'autres élèves, etc. Si vous êtes des collègues, vous pouvez aussi vous en inspirer, j'en sais rien. Bref, faites ce que vous voulez de cette correction. Merci de me soutenir en vous abonnant. Et puis surtout, bah, on va se revoir pour d'autres moments d'enseignement de l'histoire, pour d'autres thèmes plus précis, plus spécifiques, parce que j'aime bien aborder l'histoire locale, mémoriale, etc. Bref, on aura d'autres moments, on va se retrouver sur cette chaîne. Moi, je vous embrasse. Je vous embrasse dans le terme, bien évidemment, que l'on connaît tous. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée, très bonne semaine, tout ce que vous voulez, puis une bonne année aussi, en l'occurrence. Bon courage à vous. Et puis à bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire, comme dirait notre ami, comment il s'appelait? Oh, j'ai un petit trou. Ah oui, c'est une petite... Il faut que je lui dise, Aurore Humanum Est, voilà. Donc, je vous souhaite la même chose, et puis à bientôt sur cette chaîne. J'espère que vous irez pour le mieux.